y a 165 millions d'années, il existait un animal que les prédateurs adultes ignoraient tout simplement. Ce n'était ni un chasseur, ni un tueur, juste un poisson. Mais assez grand pour façonner tout un écosystème sans jamais manger la moindre bouchée de chair. Tout le monde connaît le T-Rex et le mégalodon. Mais presque personne ne connaît l'Ichthys. Pourtant, ce poisson était écologiquement plus extraordinaire que les deux réunis. Il dominait les océans du Jurassique non pas par ses dents ou son agressivité, mais simplement par sa présence, et il a durablement marqué la vie marine de son époque. Aujourd'hui, il est presque oublié. L'océan Jurassique n'était pas un endroit accueillant. Une mer épicontinentale chaude et peu profonde à perte de vue, traversée de courants, regorgeant de vie, de plésiosaures, de premiers crocodiles, de calmars géants. Et au milieu de tout cela, quelque chose éclipsait tout le reste. Pas par la violence, mais par la taille pure. Imagine une piscine olympique. Maintenant, plaçant 3 côte à côte. C'est à peu près la longueur qu'atteignait l'Ichthys selon les estimations les plus optimistes. Même les estimations prudentes atteindraient presque 2 longueurs de bassin. Des études récentes estiment sa taille à au moins 9, voire plus de 14 mètres. Cela faisait très probablement de lui le plus grand poisson osseux ayant jamais vécu sur cette planète. À côté, un grand requin blanc adulte paraît n'être qu'un avant-goût, rien de plus. Il est presque impossible de donner des indications précises sur son poids. Le squelette d'un filtreur est construit de manière légère et poreuse. Cela rend les déductions sur la masse corporelle réelle pratiquement impossibles. Ce qu'il nous reste, ce sont des fragments, des restes d'écailles, des parties des branchiospines, quelques vertèbres isolées. Un squelette complet n'a jamais été retrouvé à ce jour. Les premiers fossiles furent découverts en 1889 par le collectionneur privé anglais Alfred Leeds dans des dépôts du Jurassique près de Peterborough. À l'époque, on estimait que l'animal mesurait 9 mètres. Aujourd'hui, cela est considéré comme une nette sous-estimation. Le nom scientifique Leedsichthys problematicus, c'est-à-dire le poisson problématique de Leeds, n'a pas été choisi au hasard. Cet animal a posé de véritables énigmes aux scientifiques dès le début. Leedsichthys n'était pas un prédateur actif. Il glissait lentement dans l'eau, la bouche grande ouverte, filtrant continuellement l'eau de mer. Comparable aux requins-baleines ou aux requins-pèlerins actuels. Sauf que le requin-baleine, considéré aujourd'hui comme le plus grand poisson du monde, paraît à côté de l'Ichthys comme un juvénile. Ses branchiospines denses filtraient non seulement le plancton, mais probablement aussi de petits crustacés et des œufs de poisson, comme on l'observe régulièrement chez les grands filtreurs modernes. Il n'existe pas de preuves fossiles directes de rencontre avec d'autres grands animaux de son époque. Le pliosaure Liopleurodon, souvent exagéré à 25 mètres dans les documentaires mais scientifiquement estimé à 6 ou 7 mètres, vivait dans le même océan. On ignore si et comment ces deux animaux se sont rencontrés. Une chose est sûre, l'Ichthys n'avait pas besoin de dents pour faire impression. Ce qui rendait l'Ichthys si important sur le plan écologique, c'était sa capacité de filtration, combinée à une population apparemment nombreuse. Un requin-baleine actuel filtre chaque jour plusieurs centaines de mètres cubes d'eau. Cela peut sembler abstrait, jusqu'à ce qu'on réalise que cela correspond à peu près au contenu de 2 à 3 piscines remplies. Par jour, par animal. Pour un animal de 14 mètres, ces valeurs seraient encore nettement plus élevées. Il manque des chiffres précis pour l'Ichthys, mais on peut deviner l'ordre de grandeur, et il est difficile à concevoir. Dans les dépôts du Jurassique supérieur, il y a environ 163 à 145 millions d'années, on retrouve des restes de l'Ichthys dans les mêmes couches que d'autres grands animaux. Plésiosaures, parents des crocodiles, premier groupe de poissons. Le fait que les restes d'animaux plus petits manquent souvent là-bas tient simplement au fait que les os fragiles se conservent moins bien que les os massifs. Ce n'est pas une preuve directe d'une influence écologique, mais cela indique à quel point notre image de cette époque est lacunaire.
Des excréments fossilisés provenant de dépôts marins jurassiques donnent un aperçu de l'alimentation des habitants de l'époque. Certains d'entre eux pourraient provenir de Litzichthys. Ils contiennent des restes de plancton et de petits crustacés. On ne peut pas le prouver avec certitude, car les squelettes correspondants manquent. C'est un détail à la fois fascinant et frustrant. Des traces fossilisées de l'un des plus grands animaux de son époque. Et nous ne savons même pas avec certitude de qui elles proviennent. Aujourd'hui, nos océans sont pauvres en de tels animaux. Les requins-baleines existent encore, mais ils sont rares, menacés. Une poignée d'individus dispersés à travers les océans du monde. L'océan du Jurassique était tout le contraire. Une mer dans laquelle Litzichthys semblait exister en grand nombre. Ce que cela signifiait pour la répartition des nutriments, pour les courants, pour l'ensemble de l'écosystème, reste une question de recherche ouverte. Une fonction comparable est connue chez les grands filtreurs actuels. Ils absorbent des nutriments à la surface et les relâchent dans des couches plus profondes. Il est plausible que Litzichthys ait fait de même dans une mesure similaire. Mais cela n'est pas prouvé. Litzichthys a disparu à la transition entre la fin du Jurassique et le début du Crétacé, il y a environ 145 millions d'années. Pas de catastrophe soudaine, une disparition progressive. Les causes les plus probables, des températures marines modifiées, des distributions de plancton déplacées, des conditions de vie qui ont changé au fil de millions d'années à tel point que le monde dans lequel ce poisson avait autrefois prospéré a tout simplement cessé d'exister. Il existe une hypothèse selon laquelle Litzichthys aurait privé sa propre espèce de nourriture en filtrant excessivement. Trop efficace pour son propre monde en quelque sorte. Cela ressemble à une justice poétique, mais ce n'est pas étayé par les archives fossiles. Il n'existe aucune preuve solide d'individus sous-alimentés dans les dépôts tardifs. Il est plus probable qu'une combinaison de facteurs externes ait été en jeu, à laquelle une espèce aussi spécialisée n'a tout simplement pas pu s'adapter avec suffisamment de flexibilité. Au début du Crétacé, il n'existe aucune preuve de la présence de Litzichthys. On ne sait pas si son extinction faisait partie d'un changement de faune plus large ou s'il s'agissait d'un événement plus isolé. Ce qui est certain, c'est qu'avec lui a disparu un rôle écologique qui n'a pas été réoccupé pendant des millions d'années. Les océans actuels n'ont jamais vu réapparaître un animal de cette taille avec cette fonction, du moins pas parmi les poissons osseux. La réorganisation écologique du début du Crétacé est liée à la dislocation du supercontinent Pangée, à la formation de nouveaux bassins marins et à des changements climatiques mondiaux. Qualifier Litzichthys de déclencheur direct de cette évolution serait une simplification inadmissible. Les ancêtres des baleines modernes n'apparurent d'ailleurs que des dizaines de millions d'années plus tard. Un lien de causalité est exclu rien que pour des raisons chronologiques. La niche écologique du superfiltreur est restée longtemps vacante après la disparition de Litzichthys. Pendant plus de 100 millions d'années, les océans n'ont plus connu un tel géant. Aucun animal de cette taille ne parcourait lentement la haute mer en filtrant des tonnes de plancton de l'eau. Ce rôle n'existait tout simplement plus. Les mers en étaient appauvries, même si personne n'était là pour s'en apercevoir. Ce n'est qu'avec les baleines à fanon que cette niche fut à nouveau comblée, mais cela prit du temps. Leurs origines remontent à la fin de l'Éocène, il y a environ 34 millions d'années. Elles ne sont devenues de véritables grands filtreurs qu'à l'Oligocène. Aujourd'hui, quiconque voit une baleine bleue observe sans doute la première créature depuis Litzichthys à remplir un rôle écologique similaire. Plus de 100 millions d'années de pause pour un rôle que l'océan Jurassique considérait autrefois comme une évidence. Scientifiquement, Litzichthys est aujourd'hui un objet d'étude pertinent lorsqu'il s'agit de comprendre comment de grands filtreurs stabilisent ou façonnent des écosystèmes marins entiers. En même temps, son registre fossile fragmentaire en fait l'un des animaux les plus frustrants de l'histoire de la Terre. De temps à autre,
de nouvelles découvertes apparaissent dans les dépôts anglais et chiliens. Chacune d'entre elles peut fondamentalement modifier notre perception. Les estimations de taille ont déjà été révisées à la hausse à plusieurs reprises. Il est tout à fait possible que l'Ichthys ait été encore plus grand que ce que nous supposons aujourd'hui. Ce que cet animal nous enseigne va au-delà de la paléontologie. Les organismes hautement spécialisés qui marquent profondément leur environnement sont aussi les plus vulnérables lorsque cet environnement change. L'océan Jurassique avait besoin de l'Ichthys. L'Ichthys avait besoin de l'océan Jurassique. Lorsque l'un des deux a disparu, l'autre n'était plus viable. Les espèces les plus flexibles ne sont pas forcément les plus prospères, mais ce sont les plus durables. L'Ichthys n'était pas un monstre. C'était un produit extraordinaire de l'évolution. Très probablement le plus grand poisson osseux ayant jamais existé, parfaitement adapté à un monde regorgeant de ressources. Ce n'était pas la force ou l'agressivité qui le rendait remarquable, mais sa taille et l'impact écologique qu'un filtreur aussi massif a dû avoir sur son environnement. Sa disparition montre que même une spécialisation extrême n'est pas une garantie de succès durable. C'est peut-être là la véritable histoire de l'Ichthys. Ni un souverain, ni un tueur, mais un organisme qui a occupé sa niche de façon si complète qu'il l'incarnait, jusqu'à ce que le monde change et qu'il n'y ait plus sa place. Cela semble tragique, mais c'est tout simplement l'évolution.